Nous sommes en France, en 1914. La Première Guerre mondiale a débuté depuis quelques semaines et déjà, les commandements français et allemands sont dépassés par l'envergure du désastre. En septembre, la seule campagne de la Marne amène des pertes à presque 230 000 côté français et 255 000 du côté allemand. La Grande Guerre introduit en effet des armes à la puissance dévastatrice, des canons à la portée considérable et des munitions dont l'explosion disperse des centaines de milliers d'éclats brûlants et tranchants à travers le champ de bataille. Devant cet orage d'acier, les corps des poilus, qui viennent déjà d'être propulsés par la déflagration, sont transpercés de part en part. À une vitesse ahurissante, les cadavres saturent les champs de bataille, les paysages sont ravagés et les morts s'accumulent. Au-delà des défunts qu'il faut enterrer dignement, il y a aussi des dizaines de milliers de vivants qu'il faut soigner correctement. Et parmi les flots ininterrompus de patients que reçoivent les hôpitaux militaires, les médecins découvrent une importante proportion d'hommes défigurés. Ces gueules cassées exhibent des blessures de nature inédite. Autant que leur corps, leurs faces sont déformées, amputées et écorchées à vif. Pour beaucoup d'entre eux, la prise en charge n'a parfois eu lieu qu'après plusieurs jours de souffrance. Dans la majorité des cas, leur visage n'est qu'une plaie béante sur laquelle les chirurgiens eux-mêmes ont du mal à porter leur regard. Et plus encore, à prodiguer des soins. En acceptant toute une série d'expérimentations chirurgicales, les gueules cassées vont néanmoins permettre à la médecine d'effectuer des progrès spectaculaires, même si une poignée de ces soldats a préféré renoncer à cet aventurisme médical. Après la guerre, les blessés du visage et du crâne se regroupent en associations spécifiques pour entretenir leur lien de solidarité, mais aussi pour défendre leurs droits et la reconnaissance de leur handicap. Malgré quelques drames isolés, la grande majorité d'entre eux parviennent à se réinsérer dans le monde du travail, mais aussi à fonder une famille. Toutefois, s'il est un milieu dans lequel les blessés du visage vont s'avérer très effacés, c'est celui des arts. Quasiment inexistante au sortir de la guerre, la silhouette de la gueule cassée va s'affirmer en peinture et en littérature à la fin des années 20. De toiles en récit, de films en croquis, l'image de ces vétérans très particuliers s'impose depuis quelques années, notamment suite au centenaire de la Grande Guerre et à ses commémorations. L'occasion pour de nombreux auteurs, cinéastes et dessinateurs de revenir sur le destin de ces blessés du visage et de la tête. Dès le début de la Première Guerre mondiale, des artistes commencent à réfléchir à la meilleure façon de mettre en scène ce conflit destructeur. À l'issue des combats, il s'agit autant pour eux d'exorciser leurs démons, puisqu'ils ont été mobilisés comme les autres, que de participer à un devoir de mémoire. Tandis que les monuments aux morts célèbrent les sacrifices glorieux, certains peintres d'après-guerre, comme Georges Desvallières, se tournent vers des sujets religieux, qui semblent leur offrir une forme d'apaisement, voire de rédemption. D'autres, comme Marcel Gromer, présentent des soldats déshumanisés, engoncés dans leurs tranchées, attendant l'impact des canons et le baiser inévitable de la mort. Mais à ce stade, les gueules cassées sont encore absentes du paysage artistique. Leurs blessures hors du commun tiennent encore les artistes à distance, soit parce qu'ils ont du mal à regarder en face leurs anciens frères d'armes, soit parce qu'ils ne savent pas comment représenter ces gueules cassées sur le plan artistique. Aussi, seule une poignée de peintres, comme le britannique Henry Tonks ou le français Jean Galtier-Boissière, choisissent de montrer les mutilés du visage, mais souvent avec des techniques qui atténuent la violence de l'image, comme l'utilisation de pastels par exemple. Cette discrétion des gueules cassées dans les arts peut s'expliquer en partie par les difficultés qu'ont d'abord les survivants de 14 à appréhender leurs camarades défigurés. Non seulement le blessé de la face a perdu son identité, mais dans l'épreuve de la défiguration, son humanité devient problématique. Il se situe à la frontière indécise entre les vivants et les morts. Entre fascination et répulsion,
sa description froide et distante est déjà révélatrice de la marginalisation du soldat défiguré. Ses faciès rabotés, recousus, brûlés ou déformés sont comme des masques. Ils figent et rappellent en permanence la violence des tranchées. Ils réveillent les souvenirs douloureux de ce traumatisme collectif que constitue la Première Guerre mondiale. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi les blessés du visage sont si peu représentés à l'issue du conflit. Pourtant, la compassion est très loin d'être absente. Tandis que des associations se mettent en place, certaines personnalités réclament une solidarité matérielle et une reconnaissance politique pour ces hommes et ces femmes, civils et militaires, au visage brisé. Dans l'immédiate après-guerre, les rares artistes qui s'intéressent aux défigurés sont surtout des sculpteurs, comme Anna Coleman. Reconvertis pour l'occasion en fournisseurs de masques, leurs œuvres visent à dissimuler au mieux les marques de la guerre. En peinture, c'est un Allemand qui décide, avant la majorité de ses confrères, de se saisir du sujet des gueules cassées. Il s'agit d'Otto Dix, lui-même vétéran de l'armée impériale. Son tableau, La guerre, illustre toutes les destructions causées par le conflit, celui des paysages, des villes, des corps et même des esprits. Comme un avertissement, il glisse un cadavre défiguré sur la droite du panneau central, un corps blanc, sec, raide, auquel manquent la gorge et la mâchoire. Dans son eau-forte transplantation, issue du recueil Der Krieg, Dix montre également un mutilé de la face, raccommodé de toutes parts après une série d'opérations lourdes, qui constituent autant d'expérimentations médicales. Mais son véritable geste envers les gueules cassées, Otto Dix va le réaliser à travers les joueurs de skat. Il y représente 3 vétérans jouant aux cartes. Leur corps, déformé jusqu'à l'absurde, présente des blessures terriblement familières aux anciens combattants. Et pourtant, les 3 personnages apparaissent assez souriants et concentrés sur leur partie. Un peu comme si, à travers un humour acide, Otto Dix avait voulu leur rendre cette part d'humanité que la guerre leur avait volée. Un geste d'autant moins anodin que cet humour noir était justement très répandu parmi les gueules cassées elles-mêmes. En France, à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce par exemple, ils avaient nommé leur journal improvisé la greffe générale. Toutefois, malgré les gestes de ce genre, les blessés du visage restent peu représentés dans les arts graphiques, ou même dans les médias des années 20. En France, journaux et institutions privilégient souvent les blessures plus classiques pour illustrer l'héroïsme des anciens combattants. Les rares photographies destinées au grand public sont réservées à un usage limité. Pendant la Grande Guerre, l'image est contrôlée. Le vétéran ne présente jamais lui-même sa mutilation, on photographie avant tout l'appareillage prothétique. Le blessé devient une chose. On peut néanmoins citer l'exception que constituent les affiches du français Jean Carlu, ou bien les portraits crus réalisés par l'allemand Ernst Friedrich en 1924. 2 démarches audacieuses pour l'époque, alors que les photos sont plutôt réservées à la documentation médicale, ou bien à l'illustration des progrès chirurgicaux. Pour éviter cet obstacle que constitue le regard, il pourrait être tentant de se tourner vers la littérature. Celle-ci s'empare tardivement des gueules cassées, au début des années 1930 seulement. Mais dans ses ouvrages, les défigurés ne sont jamais les narrateurs. Un autre personnage fait toujours office de filtre avec le lecteur. De son côté, l'historienne Sophie Delaporte a reconstitué le parcours d'Albert Jugon, l'un des premiers défigurés de la Grande Guerre. Avec 4 autres soldats blessés de la face, il est convié par Clémenceau lors de la signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919. Leur présence affirme la reconnaissance de la patrie à l'égard de ceux qui se sont sacrifiés pour elle, mais constitue aussi une mise en accusation de l'Allemagne, leur visage atrocement mutilé, témoignant de la violence et de la brutalité des combats. Toutefois, les témoignages de gueules cassées, comme Albert Jugon, ainsi que les images de leurs auteurs, ont été rares et sont souvent restés confidentiels. Sophie Delaporte leur trouve pourtant un point commun, le refus d'héroïser la bataille, le combattant ou sa blessure. Albert Jugon, justement, insiste plutôt sur la difficulté à s'extirper des combats et à trouver du secours, mais aussi sur l'improvisation médicale et l'isolement social
traversées par les défigurés lors de leur convalescence. Dans son livre Les Croix de bois, paru en 1919, Roland d'Orgelès évoque de son côté la honte de certaines gueules cassées d'être devenues ce qu'ils sont, voire leur regret déchirant d'avoir survécu. Un ensemble de témoignages qu'il faut néanmoins contextualiser, puisqu'ils arrivent immédiatement après la guerre et l'apparition de la blessure en question. De plus, la persistance de ces sentiments doit être relativisée dans un temps plus long, puisque la plupart des blessés du visage sont parvenus à retrouver leur place dans leur famille, comme dans la société d'après-guerre. Il faut également garder à l'esprit que la plupart des textes évoquant les gueules cassées ont été en fait écrits par des vétérans au visage épargné. Leurs témoignages restent donc biaisés vis-à-vis de leurs camarades défigurés et de leur situation. La majorité de ces auteurs s'attardent logiquement sur les traumatismes communs de tous les anciens combattants. La boue, le froid, l'attente, la mort omniprésente. Peu de ces textes, au final, prennent le temps d'évoquer les mutilations du visage. Les gueules cassées, pris en charge dans des services hospitaliers spécifiques, sont écartés de la plupart des récits de guerre. Par l'écrit comme par l'image, la mutilation du visage reste ainsi difficile à aborder pour les auteurs de l'après-guerre. Comment décrire ce mélange d'horreur et de fascination que nombre d'entre eux admettent ressentir ? Comment la détailler sans transformer la victime en monstre ? Comment trouver les mots ? Alors, ceux des écrivains qui sont soucieux d'évoquer quand même leurs compagnons défigurés choisissent de le faire avec des descriptions froides, pragmatiques, presque médicales. C'est le cas notamment de l'allemand Erich Maria Remarque, dans son livre Après, paru en 1931. Il dit en gargouillant : « Vous ne me reconnaissez plus, n'est-ce pas ? J'examine le visage, si l'on peut encore appeler cela un visage. Sur le front court une cicatrice, large et pourpre, qui descend vers l'orbite gauche. La paupière est boursouflée, au point que l'œil paraît minuscule, enfoncé dans le creux de l'orbite. Mais il y est encore, tandis que l'œil droit est fixe. Il est en vert. Le nez a disparu. À la place, un bout d'étoffe noire. En dessous, la cicatrice reparaît et fend en deux endroits, une bouche dont les lèvres boursouflées ont cicatrisé de biais. » Dans ce genre de description, les outils médicaux et les prothèses prennent souvent le pas sur la matière organique. Les auteurs évoquent les mâchoires artificielles, les yeux de verre, les bandages de tissu, tout cela afin d'atténuer l'image des chairs torturées. Les écrivains retranscrivent ainsi les masques qu'essaient de porter de nombreuses gueules cassées pour normaliser leur apparence. D'autres écrivains, moins tendres, ou peut-être davantage effrayés aussi, dépeignent les défigurés avec hostilité ou mépris. Dans ces textes, leur physique est comparé à celui d'animaux, et l'odeur de médicaments ou des chairs meurtries devient un sujet d'écœurement aussi bien olfactif que littéraire. Rescapés de ces descriptions lugubres, les yeux demeurent, souvent, les miroirs d'une âme que les écrivains tâchent de retrouver derrière les traits déformés, comme l'évoque Maurice Genevoix. Et nous voyons des visages dont les yeux seulement apparaissent, fiévreux et inquiets, tout le reste deviné mutilé sous les bandes de toile qui dissimulent des visages borgnes, barrés de pansements obliques, qui laissent couler le sang le long de la joue et dans les poils de barbe. Ce regard est d'autant plus important que les gueules cassées ont parfois perdu l'usage de la parole, ou bien que celle-ci leur est devenue difficile. Les yeux, sous la plume des auteurs les moins secoués, restent alors un ancrage humain inaltérable derrière les cicatrices. Par-delà toutes les descriptions les plus sombres, rédigées par des écrivains eux-mêmes marqués par leur propre expérience de la guerre, il existe enfin des récits directement produits par les gueules cassées elles-mêmes. Cet autre point de vue, s'il s'éloigne de la grande littérature en tant que telle, est largement constitué de brochures et de tracts associatifs. Les bulletins trimestriels de l'Union des blessés de la face, publiés entre 1921 et 1939, montrent alors un autre environnement. Celui d'un collectif, uni et solidaire, encourageant la ténacité et la persévérance, saluant la réintégration sociale et professionnelle de ses membres, mettant à leur disposition un ensemble de contacts utiles pour leur vie quotidienne, et défendant avec constance leurs droits ainsi que leur voix dans la société d'après-guerre.
Lorsqu'il s'agit de montrer les gueules cassées, le 7e art des années 1920 s'avère tout aussi hésitant que les écrivains, les peintres ou les photographes. Que ce soit sur l'écran ou dans la réalité, le visage reste le foyer principal des expressions et de l'humanité d'un individu. La personne défigurée représente alors une difficulté pour les producteurs, comme pour les metteurs en scène. De plus, entre 1914 et 1919, les salles de projection ne souhaitent pas choquer leur audience. Le cinéma est encore considéré principalement comme un divertissement. Les reconstitutions historiques de l'immédiate après-guerre sont donc très aseptisées, et les gueules cassées n'y figurent tout simplement pas. Dans les rares cas où des cinéastes les montrent, les vétérans défigurés affichent plutôt des airs surnaturels. D'ailleurs, l'apparence cinématographique de certains personnages monstrueux, comme le fantôme de l'opéra, est influencée par le physique des gueules cassées. Malgré eux, cela va de soi. Cette situation représente un dilemme pour plusieurs réalisateurs, qui souhaitent utiliser l'outil puissant que constitue la mise en scène pour aider à la réintégration des soldats défigurés dans la société. C'est notamment le cas du réalisateur français Abel Gans. Celui-ci a réalisé 2 versions d'un même film, intitulé « J'accuse », et qui résume la Grande Guerre ainsi que ses conséquences. Dans la version de 1919, on retrouve une imagerie très macabre, empreinte de religion et de nationalisme, ce qui est cohérent avec l'état d'esprit du monde artistique de cette époque, comme on l'a vu avec les peintres. Cependant, cette première version ne montre jamais de victimes estropiées, et encore moins de gueules cassées. Seulement quelques mois après la fin des hostilités, la défiguration ou le démembrement restent des sujets profondément tabous. Cependant, un second J'accuse est réalisé en 1938. Devant l'imminence d'un second conflit mondial, Abel Gans décide cette fois de recourir au visage des gueules cassées, afin de montrer frontalement ce que la guerre apporte de violence et de traumatisme. Mobilisée auprès du réalisateur, la principale association de gueules cassées, l'Union des blessés de la face, soutient farouchement le projet, quitte à heurter la sensibilité du public. Ainsi, la plupart des gros plans du film ont lieu sur des visages de vétérans défigurés. Pour la première fois sur grand écran, le public peut alors voir leurs cicatrices, mais surtout l'émotion dans leurs yeux. Alors bien sûr, dans cette deuxième version, les gueules cassées ne sont que des figurants, mais leur présence constitue un puissant avertissement. La guerre pourrait provoquer de nouvelles blessures, de nouvelles souffrances, de nouvelles défigurations. Ces visages, qui constituent autant de drames humains, si l'on veut éviter que d'autres comme eux n'apparaissent, alors il faut rejeter le recours à la violence. Le personnage de Jean pousse cette exposition jusqu'à interpeller directement le spectateur. Regardez-les bien, pour que l'envie de vous battre s'arrache à jamais de vos cervelles. Entre les deux guerres, la représentation des gueules cassées au cinéma a donc profondément évolué. D'une figure dissimulée, parfois tolérée à des fins patriotiques, ces vétérans meurtris deviennent le symbole d'un pacifisme militant. Il faut toutefois attendre les années 1990 pour que le cinéma révise son approche du conflit. Une nouvelle démarche s'impose alors, montrant à la fois la violence brutale du champ de bataille et la réalité quotidienne à l'échelle des soldats. Les tabous d'autrefois peuvent ainsi être abordés avec une profonde humanité, dans le souci certes d'illustrer, mais aussi d'expliquer. À ce titre, 2 films méritent d'être cités, mais également visionnés. Tout d'abord, La Chambre des officiers, de François Duperron, sorti en 2001. Il illustre la prise en charge des gueules cassées entre 14 et 18, par les médecins du Val-de-Grâce, à Paris. La blessure d'Adrien, le personnage principal, est suggérée par petites touches, permettant au spectateur de ne pas voir le blessé comme un monstre, mais bel et bien comme un être humain. La défiguration n'est pas montrée comme repoussante, mais acceptée comme une partie intégrante de la personne que devient ou redevient Adrien au fur et à mesure du film. Lui et ses camarades apparaissent ainsi comme des victimes d'une violence qui les dépasse, aussi bien sous les canons ennemis que face au regard de leurs compatriotes. Vient ensuite Les Fragments d'Antonin, un film de Gabriel Le Beaumain datant de 2005, dans lequel la victime
a le visage paradoxalement épargné, mais parcouru de tics et de grimaces, toutes consécutives à un traumatisme psychologique vécu au combat. Une autre forme de visage brisé donc, identifiée par les médecins de 14-18, mais pour lesquels le traitement a mis un temps infini à se mettre en place, jusqu'à nos jours. En matière de bande dessinée, c'est Jacques Tardi qui est considéré comme un pionnier dès lors qu'il s'agit de traiter de la Grande Guerre. Avant lui, et si l'on exclut la propagande durant le conflit lui-même, les BDistes ont été très effacés sur le sujet. Dès 84 cependant, Tardi réalise Le Trou d'obus, avant de plonger dans la guerre des tranchées en 1993. Son album Putain de guerre, sorti en 2008, est même accompagné d'un livret explicatif, rédigé par l'érudit Jean-Pierre Vernet, dont les collections dédiées à la Première Guerre mondiale ont servi de socle au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux en 2011. Avec un trait précis, Tardi restitue clairement la violence des combats, mais aussi leur mécanisation. Un environnement de terre, de fer et de souillure, martyrisé en même temps que les soldats qui s'y déploient. Un décor vivant et parlant qui ôte progressivement aux combattants toute leur humanité. Et parmi les silhouettes éthérées qui errent entre les pages et le No Man's Land, on retrouve évidemment des mutilés, des estropiés et des gueules cassées. Jacques Tardi ne fait pas l'économie d'images de combattants souffrants, mutilés dans leur chair, au corps désintégré et broyé, au visage et membres arrachés, jusqu'à l'insoutenable. En 2008, l'auteur avouait chercher à écurer le lecteur et obtenir un sentiment de répulsion. Ce combattant brisé n'est jamais montré en héros, mais toujours en victime de forces qui le dépassent et le morcellent. Il prend la forme de gueule cassée à la fin de Putain de guerre. Reproduisant en dessin des photographies bien réelles ou des affiches célèbres, Tardi présente soudainement 17 blessés du visage, en face à face avec le lecteur. Sans le moindre texte, sans la moindre pudeur. La violence est montrée brute, cruelle, la pointe du crayon acéré reproduisant les blessures dévastatrices des éclats d'obus. Les corps deviennent à leur tour des paysages ravagés par le papier et par le feu, par l'encre et par l'acier. C'est un retour brutal à la réalité et au présent amer de l'après-guerre. Tout ça pour ça, et maintenant, quoi ? Cependant, le travail colossal de Jacques Tardi ne constitue plus, aujourd'hui, une exception dans le paysage de la bande dessinée. Avec le décès en 2008 de Lazare Ponticelli, le dernier poilu français, une peur a émergé, celle de l'impossible transmission du souvenir de la guerre. Pour compenser, la production de bande dessinée a été un exutoire notable. Entre 2008 et 2014, ce sont pas moins de 150 albums qui ont été réalisés sur le thème de la Première Guerre mondiale. Un chiffre équivalent à celui, cumulé, des 40 années précédentes. Parmi tous ces albums, une part non négligeable est dédiée aux traumatisés de la Grande Guerre, heurtés dans leur esprit ou dans leur corps. Par exemple, dans la BD Gueule d'amour, publiée en 2012, Aurélien Ducoudray et Delphine Prié-Mathéo font de 2 gueules cassées leurs personnages principaux. Après-guerre, chacun découvre, rafistolé et désabusé, la réalité ingrate de sa nouvelle existence, entre décoration ronflante et difficulté d'une nouvelle vie. Si cette démarche-là semble s'inscrire dans une volonté de respect de l'histoire, en illustrant les obstacles rencontrés par certaines gueules cassées à l'issue du conflit, ça n'est pourtant pas le cas de toutes les bandes dessinées dédiées à la Grande Guerre. Parce qu'ils connaissent la conclusion des événements, le jugement et l'analyse de nombreux artistes sont altérés, du BDiste au cinéaste, en passant par le romancier. Prenant leur distance vis-à-vis de l'approche scientifique des historiens, ces auteurs adoptent souvent un positionnement pacifiste et militant, directement hérité de l'après-guerre. Jacques Tardi, par exemple, profondément marqué par le vécu de poilu de son grand-père, présente surtout des soldats mobilisés malgré eux, peu désireux d'aller au front pour y voir et y subir les horreurs des affrontements. Soyons clairs, ce positionnement est parfaitement respectable. Cependant, il pose des problèmes de représentativité historique, comme l'a souligné l'historien Stéphane Audouin-Rousseau.
l'état d'esprit de 14-18 n'était absolument pas celui-là. La démarche de ces artistes participe donc à un travail de mémoire venant nourrir notre imaginaire collectif, mais au risque cependant de déformer les faits, leur perception et leur compréhension. À partir de 1919, avec leur visage et leurs prothèses, les gueules cassées ont incarné malgré eux les souffrances vécues pendant le conflit. Cela peut expliquer en partie leur discrétion dans le paysage artistique et médiatique des années 20 et 30. Il a fallu du temps pour que la littérature, la peinture, la photographie, le cinéma, et plus récemment la bande dessinée, puissent montrer le destin de ces vétérans mutilés du visage. Aujourd'hui enfin, les arts peuvent nous présenter pleinement ces hommes et ces femmes, pour citer Pascal Robert, dont on ne peut plus regarder la figure sans y voir d'abord ce qui manque ou a été bouleversé. Des visages ravagés qui n'auront plus jamais droit à un regard normal, c'est-à-dire indifférent. Des témoins silencieux qui nous transforment inévitablement nous aussi, lecteurs ou spectateurs, en témoins qui ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas vu et qu'ils n'ont pas su. Ces blessés de guerre, malgré ce poids immense sur leurs épaules, sont parvenus à surmonter les obstacles pour s'assurer une place dans la société d'après-guerre. Pour conclure, il semble important de rappeler que les gueules cassées existent toujours, car les conflits n'ont pas cessé, et la France en a connu et en connaît encore sa part. Fondée en 1921, l'Union des blessés de la face et de la tête poursuit son action. En 2001, elle a créé la Fondation Gueules Cassées, dont le but est de soutenir la recherche médicale liée au traumatisme et aux malformations du visage ou de la tête, ainsi que d'aider au financement des établissements médicaux et au suivi des victimes contemporaines. Vous trouverez un lien vers le site internet dans la description de cette vidéo. Depuis son adoption par les poilus défigurés, son slogan, lui, n'a pas changé. En 3 mots, il reste un cri de ralliement, mais surtout d'espoir pour tous les blessés de la face et de la tête. Sourire, quand même. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je souhaite remercier sincèrement la Fondation Gueules Cassées, mais aussi le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux et l'Historial de Péronne pour leur soutien, leur précision et leur relecture. Les liens vers leurs sites internet respectifs sont en description de la vidéo, tout comme les sources et les musiques utilisées pour celle-ci. Un grand merci également à Claire et à Nicolas, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Métalleux Curieux, puisqu'il est membre du label Hérodote, pour m'avoir prêté leur voix aujourd'hui. Merci également aux donateurs sur Utip, Marque-Page, Lena et Underscore. Je vous rappelle que vous pouvez y soutenir mon travail par des dons, qu'ils soient ponctuels ou réguliers, du montant que vous choisissez. Je vous encourage évidemment à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche, ainsi qu'à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter, dans le cas où vous voudriez suivre mon travail de plus près. En attendant, je vous salue bien, et je vous dis à la prochaine.